Un homme se révèle par la façon dont il parle. Tu n'as pas besoin de voir son passé, son histoire ou ses intentions. Tu as juste besoin d'écouter. Les phrases qu'il utilise sont des radiographies de son caractère. Elles montrent son insécurité, son ego surdimensionné, son manque de contrôle et souvent son ignorance. Et le plus dangereux n'est pas ce qu'ils disent, mais comment ils peuvent t'entraîner à leur niveau si tu ne sais pas répondre. Beaucoup réagissent à ces phrases avec colère, fierté ou frustration. Ils tombent dans des provocations bon marché sans se rendre compte qu'ils cèdent leur pouvoir. Le stoïcien fait le contraire. Le stoïcien identifie la stupidité sans se mettre en colère, reconnaît l'arrogance sans se sentir attaqué et observe l'immaturité sans perdre son centre. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait que perdre son calme, c'est perdre la bataille. Cette vidéo existe pour une seule chose, t'apprendre à détecter les 5 phrases les plus courantes qui trahissent un homme immature, arrogant ou émotionnellement brisé. Et surtout, te montrer comment répondre à chacune avec fermeté, intelligence et maîtrise de soi, sans crier, sans te rabaisser, sans perdre ton essence. Ce que tu apprendras ici ne sert pas seulement à identifier la maladresse des autres, mais aussi à éviter de répéter ces mêmes schémas dans ta propre vie. Parce que la véritable force n'est pas de battre quelqu'un, mais de ne laisser personne te déstabiliser. À partir de maintenant, chaque fois que tu entendras une de ces phrases, tu sauras exactement quel genre d'homme tu as en face et quel genre de personne tu es en ne tombant pas dans son jeu. 1. Identifie l'ego déguisé en force. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des armures vides. Ils brillent à l'extérieur, font du bruit, frappent le sol à chaque pas pour que tout le monde les voie. Mais à l'intérieur, il n'y a rien, juste un écho creux qui essaie de ressembler à du courage. L'ego fonctionne de la même manière. Il se déguise en force, en sécurité, en autorité, alors qu'en réalité, il s'agit du mécanisme de défense le plus primitif d'un homme émotionnellement immature. Et la première chose que tu dois apprendre est à le reconnaître avant de réagir, parce que si tu ne comprends pas ce que tu vois, tu tomberas dans son théâtre et tu finiras par perdre ton calme. L'homme qui vit à partir de son ego essaie toujours de s'imposer. Il prononce des phrases comme « j'ai toujours raison »,« tu ne sais rien »,« sans moi tu n'arriverais à rien », et il les dit avec une conviction qui semble presque admirable. Mais cette assurance ne vient pas de la maîtrise de soi, elle vient de la peur d'être exposé. Chaque mot qu'il prononce est conçu pour gonfler son importance parce que sa valeur interne est complètement fracturée. Quand un homme a besoin de rappeler au monde à quel point il est fort, puissant, capable, en réalité, il admet sa propre fragilité. C'est ce qu'il ne comprend pas. La plupart réagissent à ce genre de phrases avec fierté. Ils répondent en attaquant, en discutant, en essayant de prouver le contraire. Mais tu n'es pas ici pour prouver quoi que ce soit. Tu es ici pour comprendre qu'il ne vaut pas la peine d'entrer en bataille contre quelqu'un qui ne contrôle même pas ses propres émotions. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise sa réaction maîtrise la situation. Et c'est l'avantage qu'un homme de caractère véritable a sur celui qui se contente de le prétendre. Lorsque tu entends ces phrases, ne prends rien personnellement. Ne tombe pas dans le jeu de la compétition égo contre égo. Observe, analyse, respire. L'ego se révèle toujours quand quelqu'un sent qu'il perd le contrôle. Un simple commentaire le perturbe, une question l'irrite, un désaccord le met en colère. Tu ne vois pas de la force, tu vois de la fragilité camouflée. Une fragilité qui se sent attaquée, même quand elle n'a pas été attaquée. C'est l'immaturité émotionnelle dans sa forme la plus pure. C'est là que ta réponse stoïcienne entre en jeu. Ne suis pas son rythme, ne lui rends pas le même ton, n'essaie pas de le surpasser. C'est exactement ce qu'il veut, parce que cela lui confirme que son bruit fonctionne. Réponds avec calme, avec clarté, avec cette froideur tranquille qui déconcerte quiconque vit dans le chaos. Utilise des phrases courtes et fermes. Je t'écoute, je comprends ton point de vue. Je ne suis pas d'accord, mais c'est ok. Ce n'est pas être soumis. C'est montrer que tu n'as pas besoin de te battre pour te sentir en sécurité.
Seuls ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes ont ce sentiment. L'ego cherche désespérément la reconnaissance, tandis que toi, tu cherches la stabilité. Il a besoin de gagner, tu cherches à garder ton centre. Il réagit, tu choisis. C'est la différence entre un homme qui fait semblant d'être fort et un homme qui l'est vraiment. La véritable force ne s'impose pas, elle se maintient. Elle ne crie pas, elle se contient. Elle ne menace pas, elle se contrôle. De plus, ce point n'est pas seulement pour identifier les autres, c'est aussi un miroir pour toi. Demande-toi combien de fois tu as utilisé ce même ego comme un bouclier. Combien de fois tu as voulu paraître fort alors qu'en réalité tu étais brisé. La différence est que maintenant tu as l'opportunité de le faire consciemment, parce qu'un homme qui reconnaît son ego peut le transformer, tandis que celui qui se cache derrière lui est condamné à répéter les mêmes erreurs. 2. Garde ton jugement face à ceux qui pensent tout savoir. Un esprit arrogant ressemble à un verre rempli jusqu'au bord. Peu importe combien d'eau pure tu essaies de verser dessus, tout déborde, parce qu'il n'y a pas de place pour quelque chose de nouveau. C'est ainsi que fonctionnent les hommes qui pensent tout savoir. Ils n'écoutent pas, ils ne traitent pas, ils n'apprennent pas. Ils se contentent de répéter ce qu'ils croient être la vérité, même si elle est construite sur du sable, de la peur ou de l'ignorance. Et le piège est que leur assurance est si bruyante que beaucoup finissent par douter d'eux-mêmes devant eux. C'est là que tu dois maintenir ton jugement ferme, car si tu permets que l'arrogance des autres obscurcisse ta clarté, tu deviens une partie du problème. L'homme qui se vante de tout savoir est celui qui ne tolère pas la contradiction. Il dit des phrases comme « Je sais comment sont les choses », « Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, je ne me trompe pas », et il le fait avec ce ton qui essaie de s'imposer, comme si être en désaccord avec lui était un acte de rébellion. La réalité est que cette attitude ne vient pas de la sagesse, mais de l'insécurité. Celui qui sait vraiment comprend qu'il reste toujours quelque chose à apprendre. L'ignorance, cependant, cherche à se déguiser en supériorité parce que la vérité lui est trop inconfortable. Beaucoup tombent dans son jeu parce qu'ils confondent le volume avec l'autorité. Ils pensent que le plus sûr est celui qui parle le plus fort, alors qu'en réalité, la sécurité authentique n'a pas besoin de s'imposer. La personne arrogante veut contrôler la conversation pour éviter que ses idées soient remises en question. Elle ne cherche pas la vérité, elle cherche la protection. C'est ce que tu dois comprendre pour ne pas te sentir intimidé ou inférieur. C'est là que ton attitude stoïcienne entre en jeu. Lorsque tu es confronté à quelqu'un qui prétend tout savoir, n'essaie pas de le convaincre, de le corriger ou de lui prouver qu'il a tort. Cela ne fait qu'alimenter son arrogance et draine ton énergie. Le stoïcien sépare ce qu'il peut contrôler de ce qu'il ne peut pas, et l'ouverture d'esprit de l'autre ne sera jamais entre tes mains. Ce que tu peux contrôler, c'est ton jugement, ton attitude et ta réaction. Au lieu de t'engager dans un débat sans issue, garde ton calme et ton objectivité. Écoute, filtre, analyse. N'achète pas sa sécurité exagérée comme si c'était de la sagesse. La plupart de ces affirmations naissent du besoin d'impressionner, pas de la vérité. Répondre à une personne comme celle-ci nécessite une précision émotionnelle. Utilise un ton ferme, sans irritation. Des phrases comme « Je comprends ton point de vue » ou « Tu as peut-être raison sur certaines choses » fonctionnent parce qu'elles ne le défient pas directement, mais ne te soumettent pas non plus. Tu maintiens ta dignité sans te rabaisser. Si la conversation devient une compétition d'ego, retire-toi mentalement. Tous les échanges ne méritent pas ton énergie. Le silence conscient est une forme d'intelligence. L'homme qui sait tout s'affaiblit quand tu ne le nourris pas avec ton attention. Mais ce point parle aussi de toi. Demande-toi combien de fois tu as fermé ton esprit pour protéger ton ego. Combien de fois tu t'es accroché à une idée juste pour ne pas admettre que tu avais tort. L'arrogance n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse et se cache dans la résistance à apprendre. La différence est que tu as la capacité de le reconnaître et de le changer.
Celui qui reconnaît ses limites élargit son monde. Celui qui refuse d'apprendre s'enferme dans sa propre cage mentale. Lorsque tu maintiens ton jugement face à ceux qui pensent tout savoir, tu développes une force intérieure qui ne peut pas être manipulée. Tu deviens quelqu'un de difficile à déplacer, à influencer, à déstabiliser. Et cette stabilité mentale est l'une des compétences stoïciennes les plus puissantes. 3. Ne tombe pas dans le piège du victimisme. Il y a des gens qui transforment chaque faux pas en un scénario dramatique. Ils fonctionnent comme des phares cassés qui, au lieu d'éclairer le chemin, ne projettent que des ombres et font que tous tournent le regard vers eux. Cette lumière déformée est le victimisme, une attitude que beaucoup d'hommes immatures utilisent pour manipuler, éviter les responsabilités ou attirer l'attention sans avoir à faire d'efforts. Et celui qui ne sait pas identifier cette dynamique finit par être pris dans sa narration émotionnelle, répondant à ses plaintes comme si elles étaient des vérités absolues. C'est ici que tu dois maintenir la clarté pour ne pas devenir une partie de sa tempête. L'homme qui vit du victimisme utilise des phrases comme « personne ne me comprend »,« tout va mal pour moi »,« on me laisse toujours tomber »,« je ne suis pas responsable de rien ». Ce qui est curieux, c'est que ces phrases semblent humbles, mais elles ne le sont pas. Ce sont des masques. C'est une façon d'éviter le travail interne. Se victimiser est plus confortable que d'assumer ses erreurs, parce que cela implique que tout le mal vient de l'extérieur. Cette perception fait de la personne un spectateur de sa vie, pas un protagoniste. Beaucoup tombent dans son jeu parce qu'ils ressentent de la compassion ou pensent qu'aider signifie le valider. Mais dans le victimisme, il y a un piège. La personne ne cherche pas du soutien, elle cherche des excuses pour ne pas avancer. Tu peux lui donner des conseils, des solutions, des alternatives, mais il trouvera toujours une raison de continuer à souffrir. Non pas parce qu'il ne peut pas s'améliorer, mais parce que la douleur est devenue son identité. Le stoïcisme t'apprend que rien n'est plus dangereux qu'une personne qui utilise sa souffrance comme une arme pour contrôler son environnement. C'est ici que ta position doit être ferme. Si tu réagis émotionnellement, si tu essaies de le sauver, si tu te laisses entraîner dans son discours, tu perdras ton équilibre. Le victimisme absorbe l'énergie, le temps et la clarté. C'est pourquoi la réponse stoïcienne n'est pas le froid, mais l'objectivité. Écoute mais ne t'implique pas. Analyse mais ne porte pas son poids. Dis des phrases courtes et directes comme « Je comprends que tu te sentes ainsi » ou « Qu'as-tu l'intention de faire à ce sujet ?» Cette dernière question brise le cycle car elle l'oblige à assumer ses responsabilités. Le victimiste déteste les solutions réelles car elles l'exposent. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par les émotions des autres. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend que porter ce qui ne lui appartient pas est perdre son focus et sa paix. Si tu vois que son discours devient répétitif, toxique ou manipulateur, mets de la distance. Tu peux être présent sans être absorbé. Tu peux empathiser sans sacrifier ta stabilité. Cette compétence est l'une des plus difficiles et des plus précieuses pour celui qui cherche à avoir un contrôle interne. Ce point t'invite aussi à te regarder à l'intérieur. Demande-toi combien de fois tu as utilisé la plainte pour éviter d'agir. Le victimisme ne s'exprime pas toujours en mots. Parfois, il se cache dans la procrastination, la justification ou la résistance au changement. Le reconnaître te rend plus libre, car tu assumes que ta vie dépend de tes décisions, pas de tes excuses. Ne pas tomber dans le jeu du victimisme implique aussi de ne pas réagir au drame des autres. Si quelqu'un essaie de te manipuler émotionnellement, ne te laisse pas perturber. Celui qui crie, celui qui pleure sans responsabilité, celui qui exagère, cherche à avoir le contrôle sur toi. Toi, garde ton centre, garde ton jugement et souviens-toi que ton énergie est ton territoire. Celui qui ne sait pas se gérer essaie de faire en sorte que les autres le fassent. L'homme qui se victimise a besoin que le monde s'adapte à sa douleur. L'homme stoïcien s'adapte à la réalité, avec discipline et caractère. Tu choisis quel chemin suivre. 4. Éloigne-toi de celui qui se croit supérieur.
Il y a des gens qui traversent la vie comme si tous les autres étaient des escaliers et eux le seul étage élevé. Ils fonctionnent comme des bâtiments mal construits, hauts à l'extérieur mais fragiles à l'intérieur, une structure érigée plus pour l'apparence que pour la stabilité. Cette attitude de supériorité est l'un des signes les plus clairs d'immaturité émotionnelle. Celui qui est vraiment fort n'a pas besoin de regarder par-dessus son épaule. Seul celui qui se sent petit essaie de paraître grand. Et comprendre cette dynamique te protège de tomber dans des relations épuisantes où ta valeur reste sous l'ombre de quelqu'un qui prétend être plus qu'il ne l'est. L'homme qui se croit supérieur utilise des phrases comme « je suis meilleur qu'eux »,« personne ne peut m'atteindre »,« tu devrais être reconnaissant de m'avoir ». Et il le fait avec un air d'autorité qui cherche à intimider. Mais cette prétendue grandeur se fond lorsqu'on lui demande de la cohérence, lorsqu'il doit prouver par des faits ce qu'il proclame par des mots. L'arrogance est un déguisement, une armure construite pour cacher des insécurités profondes. Celui qui a besoin de se comparer constamment avoue qu'il ne se sent pas suffisant. Beaucoup cèdent face à ce type d'attitude parce qu'ils confondent arrogance et leadership. Ils pensent qu'un homme sûr de lui agit ainsi. Mais la vraie sécurité n'humilie pas, ne minimise pas, ne s'agrandit pas. La vraie sécurité inspire sans forcer. Le supérieur faux, en revanche, a besoin de dominer pour se sentir vivant. Et si tu n'apprends pas à le détecter, il finira par t'épuiser émotionnellement en te poussant à prouver ta valeur devant lui. Ce jeu le nourrit, mais t'affaiblit. Le stoïcisme t'enseigne que tu n'as pas à rivaliser avec personne pour maintenir ta dignité. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui passe son temps à mesurer les autres pour se sentir pertinent. Lorsque tu te confrontes à un homme qui se croit supérieur, la clé n'est pas de discuter ni de l'affronter. Cela ne fait que le renforcer, parce que tu le fais se sentir important. Ce que tu dois faire, c'est rester ferme à l'intérieur. Ne réagis pas à ses provocations, n'accepte pas ses comparaisons, n'entre pas dans son discours. Reste neutre, observateur, froid. Réponds avec des phrases équilibrées comme « je ne vois pas les choses de cette façon » ou « je comprends ton point de vue, mais je ne partage pas cette perspective ». Cela le désarme parce qu'il attend une résistance émotionnelle. Il espère que tu entreras dans son affrontement pour valider son illusion de grandeur. Quand tu ne le fais pas, quand tu gardes ton calme, tu le laisses se confronter à son propre vide. Les supérieurs faux ne savent pas quoi faire lorsqu'ils ne peuvent pas dominer. Ce point parle aussi de toi. Demande-toi combien de fois tu as essayé de te sentir précieux en te comparant aux autres. La supériorité est un mécanisme de l'ego pour compenser les blessures. Elle n'est pas authentique, elle n'est pas stable. L'homme qui reconnaît sa valeur n'a pas besoin de rabaisser personne. L'homme qui connaît son chemin ne marche pas sur la dignité des autres. C'est pourquoi identifier celui qui se croit supérieur est essentiel pour ne pas répéter le même schéma dans ta propre vie. En t'éloignant d'une telle personne, tu ne fuis pas. Tu te protèges. Tu ne permets pas à quelqu'un avec une vision déformée de lui-même d'affecter ta perception de ta propre valeur. La distance devient ton outil de clarté. Le supérieur faux te fait te sentir moins pour se sentir plus. Et si tu ne le détectes pas, il peut manipuler ton estime de toi, ta confiance et ta stabilité. Le stoïcien comprend que sa valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, encore moins de l'opinion gonflée de quelqu'un qui vit piégé dans son ego. Quand tu t'éloignes, tu récupères ton espace mental et émotionnel et tu peux voir la situation avec perspective. 5. Ne te laisse pas tromper par la fausse infaillibilité. De temps en temps, quelqu'un se présente comme une horloge parfaite, de celle qui ne tombe jamais en panne et ne s'arrête jamais. Il parle comme s'il avait un mécanisme interne impossible à briser, comme s'il ne faisait jamais d'erreur et que tout ce qu'il fait est impeccable. Mais il suffit de regarder de près pour remarquer que cette horloge ne donne pas l'heure réelle. Elle répète simplement le même mensonge, encore et encore, en espérant que quelqu'un y croira. La fausse infaillibilité est l'un des déguisements les plus courants de l'homme émotionnellement immature,
Et si tu n'apprends pas à l'identifier, tu finiras par croire que le problème vient de toi chaque fois qu'il se trompe. L'homme qui prétend être infaillible dit des phrases comme « je ne me trompe pas, si quelque chose a mal tourné, ce n'est pas à cause de moi, c'est toi qui ne comprends pas ». Il a peur de reconnaître une erreur parce que pour lui, se tromper équivaut à se briser. Et quelqu'un qui n'a pas développé de caractère ne sait pas vivre avec la possibilité de l'échec. Il préfère construire un monde fictif où il a toujours raison, même si cela implique de manipuler, de nier ou de déformer la réalité. C'est le mécanisme parfait pour protéger un ego fragile. Le danger de ce type de personne est que, lorsqu'elle commet une erreur évidente, elle la transforme en ta faute. Elle redirige la responsabilité. Elle te fait sentir que tu exagères ou que tu interprètes mal les choses. Et si tu n'as pas un jugement fort, tu peux tomber dans sa dynamique et commencer à douter de toi-même. C'est pourquoi le stoïcisme insiste tant sur la clarté intérieure. Si tu ne connais pas ton critère, tu finiras soumis aux critères de quelqu'un qui n'est même pas honnête avec lui-même. Face à la fausse infaillibilité, beaucoup réagissent en discutant, en essayant de prouver l'erreur de l'autre avec des preuves, des arguments et de la logique. Mais cette stratégie ne fonctionne pas avec quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ne se trompera jamais. Il n'est pas intéressé par la vérité, il est intéressé par son image. Il ne veut pas apprendre, il veut s'imposer. Plus tu lui expliques, plus tu t'épuises, car tu essaies de raisonner avec quelqu'un qui n'est pas disposé à raisonner. Ta réponse stoïcienne doit être stratégique. Ne cherche pas à convaincre, cherche à rester ferme. N'essaie pas de détruire son illusion, reste dans la tienne. S'il te confronte en disant que tu as tort, réponds calmement. Je ne partage pas ton interprétation. S'il essaie de manipuler la situation, utilise une phrase simple. Je suis conscient de ce qui s'est passé. S'il essaie de minimiser sa responsabilité, réponds « Je comprends ton point de vue, mais je ne changerai pas ma perception ». Ce n'est pas de la froideur, c'est une protection émotionnelle. La fausse infaillibilité a besoin d'un public. Elle a besoin que quelqu'un accepte le théâtre. Lorsque tu ne réagis pas, que tu ne t'énerves pas et que tu n'acceptes pas sa distorsion, tu l'obliges à se retrouver face à lui-même, ce que ces personnes détestent. Son personnage s'effondre lorsqu'il n'y a personne pour le soutenir. Ce point te confronte aussi. Personne n'est à l'abri de ce comportement. Demande-toi combien de fois tu as évité d'admettre une erreur par peur de paraître faible. Combien de fois tu t'es défendu par orgueil au lieu d'accepter la réalité. La différence est que tu as la capacité de le reconnaître et de le corriger. L'infaillibilité réelle n'existe pas. Mais la maturité, oui. Et la maturité implique d'accepter les erreurs sans perdre de dignité. Quand tu ne te laisses pas tromper par la fausse infaillibilité de l'autre, tu deviens quelqu'un de difficile à manipuler. Personne ne peut te faire douter de ta réalité lorsque tu as une clarté intérieure. Personne ne peut te faire te sentir coupable pour quelque chose qui n'est pas de ta responsabilité. 6. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. La vie fonctionne comme un tableau rempli de pièces qui ne t'appartiennent pas. Les décisions des autres, leurs émotions, leurs changements soudains, leurs paroles impulsives sont des pièces que quelqu'un d'autre déplace. Tu peux les observer, tu peux les analyser, mais tu ne pourras jamais les diriger. Celui qui tente de contrôler ce qui ne lui appartient pas finit par s'épuiser, se confondre et se frustrer. C'est pourquoi lorsque tu es confronté à des hommes immatures, arrogants ou émotionnellement brisés, le plus intelligent est de te concentrer sur ton propre mouvement. Ils agissent à partir du chaos. Tu dois agir à partir de la discipline mentale. L'homme immature a tendance à dire des choses comme « Tu me rends en colère. Si je réagis ainsi, c'est de ta faute. Je suis comme ça parce que la vie m'y a forcé. » et utilise ces phrases pour se décharger de toute responsabilité. Ce qu'il essaie vraiment de faire, c'est de t'entraîner sur le terrain où il se sent à l'aise, le terrain du dérèglement émotionnel. Il veut que tu te mettes en colère, que tu hausses le ton, que tu réagisses de manière impulsive, car cela valide sa narration. Si tu perds le contrôle, il justifie le sien. Le piège apparaît lorsque tu crois que tu peux le changer. Lorsque tu penses qu'en lui expliquant, en le corrigeant ou en le guidant,
tu réussiras à le faire agir différemment. Cela ne fonctionnera jamais. Celui qui ne veut pas changer n'écoute jamais. Celui qui ne veut pas grandir ne comprend jamais. Celui qui vit piégé dans son ego interprète seulement tes paroles comme des attaques ou des tentatives de domination. Au lieu de s'améliorer, il se met davantage sur la défensive. C'est là que ton approche doit devenir chirurgicale. Le stoïcisme est clair. La seule chose qui est toujours sous ton contrôle est ton jugement, ta réaction, ta parole et ta conduite. Rien de plus. Si l'autre crie, tu choisis si tu te mets en colère. Si l'autre te provoque, tu choisis si tu réponds. Si l'autre invente, manipule ou déforme, tu choisis si tu entres dans son jeu. Lorsque tu comprends ce principe, tu deviens quelqu'un de difficile à bouger parce que ta stabilité ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Répondre depuis le contrôle ne signifie pas rester silencieux par peur. Cela signifie choisir tes mots avec intention. Si quelqu'un essaie de te blâmer pour son propre comportement, dis clairement « Je ne contrôle pas comment tu décides de réagir ». S'il essaie de te tenir responsable de son état émotionnel, répète « Ton émotion est la tienne, pas la mienne ». Et s'il insiste pour te provoquer, garde un silence ferme. Non pas pour éviter la confrontation, mais pour éviter son chaos. Beaucoup pensent que l'autocontrôle consiste à endurer, mais ce n'est pas le cas. L'autocontrôle consiste à choisir où investir ton énergie. Parfois, répondre et perdre. Parfois, parler et tomber. L'homme immature cherche à t'entraîner au niveau où il peut se sentir dominant. Si tu gardes ton focus, ce pouvoir disparaît. Il ne peut pas gérer quelqu'un qui ne se met pas en colère. Il ne peut pas manipuler quelqu'un qui pense clairement. Il ne peut pas contrôler quelqu'un qui ne répond pas impulsivement. Ce point te confronte également à toi-même. Demande-toi combien de fois tu as voulu contrôler l'opinion des autres, leur comportement ou leur perception de toi. Ce besoin naît de la peur. Mais dès que tu acceptes que tu ne peux pas gérer quoi que ce soit d'externe, ton esprit devient plus léger. Lorsque tu lâches l'obsession de corriger les autres, tu commences à te corriger toi-même. Et c'est là que tu grandis vraiment. Te concentrer sur ce que tu peux contrôler te rend stratégique. Tu deviens plus observateur, plus patient, plus difficile à lire, et surtout, plus maître de ta vie. Parce que lorsque tu réagis avec calme, personne ne peut utiliser tes émotions comme une arme. Lorsque tu réfléchis avant d'agir, personne ne peut te pousser à l'impulsivité. Et lorsque tu choisis ton comportement, personne ne peut décider pour toi. L'homme immature se noie en essayant de contrôler tout le monde. 7. Utilise l'humilité comme ton avantage. Certaines personnes se comportent comme si elles marchaient avec un miroir géant collé à la poitrine. Elles ne peuvent voir qu'elles-mêmes, leurs prétendus accomplissements, leur prétendue grandeur. Elles reflètent constamment leur ego parce qu'elles ne connaissent pas d'autres moyens de se sentir précieuses. L'humilité, en revanche, fonctionne comme une fenêtre. Elle te permet de voir plus loin, d'observer clairement, d'apprendre sans obstacle et d'avancer sans bruit. Et c'est cette fenêtre qui te donne un avantage que les arrogants n'auront jamais. L'humilité ne te rend pas petit, elle te rend stratégique. L'homme immature utilise des phrases comme « je sais déjà ça »,« je n'ai pas besoin de conseils »,« je n'apprends pas de n'importe qui », et les dit avec un ton de supériorité qui cherche à fermer toute porte vers l'amélioration. Pour lui, admettre l'ignorance, c'est admettre la faiblesse. Et comme il ne sait pas gérer son ego, il préfère prétendre que tout est résolu. Ces mots sont des signes clairs que tu es face à quelqu'un qui stagne, quelqu'un qui n'est pas prêt à voir au-delà de sa propre image. Les gens confondent l'humilité avec la fragilité parce qu'ils ne comprennent pas son véritable pouvoir. Ils croient qu'être humble, c'est se laisser piétiner, toujours se taire ou baisser la tête. Mais le stoïcisme interprète l'humilité d'une autre manière. L'humilité est la capacité de voir la réalité sans filtres égoïstes. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux t'améliorer, que tu peux te tromper et pourtant maintenir ta valeur intacte. Cela te rend adaptable, quelqu'un qui évolue. Quand tu as affaire à quelqu'un d'arrogant, l'humilité devient ton outil le plus intelligent.
non pas parce que tu dois te faire petit, mais parce qu'elle te permet d'éviter le choc inutile. L'arrogant veut rivaliser, il veut prouver qu'il en sait plus, qu'il est plus fort, qu'il a plus d'expérience. Si tu essaies d'entrer dans ce jeu, tu renonces à ton objectif. L'humilité te permet d'observer sans avoir besoin de réagir, de répondre sans combattre et de maintenir la clarté sans tomber dans les provocations. Répondre avec humilité ne signifie pas se soumettre. Cela signifie ne pas s'engager dans des discussions inutiles. Si quelqu'un te dit « je sais comment sont les choses », tu peux répondre « peut-être » et je suis prêt à écouter. Non pas parce que tu crois qu'il a raison, mais parce que tu contrôles le terrain émotionnel. L'humilité déstabilise l'arrogant parce qu'il ne trouve pas de résistance. Il ne sait pas comment se battre avec quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce point s'adresse également à toi. La véritable humilité ne consiste pas à parler doucement ou à éviter de se démarquer. Elle consiste à reconnaître tes limites sans avoir honte d'elles. Un homme qui comprend ses faiblesses devient plus fort, car il sait exactement ce qu'il doit travailler. Celui qui nie ses erreurs ne s'améliore pas. Celui qui les accepte se transforme. L'avantage de l'humilité est qu'elle te maintient dans un état constant d'apprentissage. Elle te permet d'écouter quand les autres ne font que crier. Elle te permet de grandir quand les autres stagnent. Elle te permet de voir des opportunités là où les autres ne voient que des menaces. Cette ouverture te donne une profondeur que les arrogants n'atteignent jamais, car leur besoin de paraître parfait les empêche de voir leurs véritables faiblesses. L'humilité évite également que tu prennes les attaques des autres comme quelque chose de personnel. Quand quelqu'un t'insulte, te minimise ou essaie de te faire sentir moins, tu peux répondre avec sérénité parce que tu sais que son comportement ne définit pas ta valeur. 8. Prends de la distance avec la conversation toxique. Certaines personnes parlent comme si elles jetaient des cendres dans l'air. Peu importe ce qu'elles disent, chaque mot salit quelque chose, assombrit quelque chose, contamine quelque chose. Discuter avec elles, c'est comme respirer de la fumée. Au début, tu ne le remarques pas, mais peu à peu, cela commence à t'épuiser, à t'irriter, à obscurcir ton esprit. C'est ce qui se passe lorsque tu te plonges dans des conversations toxiques avec des personnes immatures, arrogantes ou pleines de ressentiment. Peu importe à quel point tu te crois fort, la toxicité verbale finit par affecter ta clarté si tu ne sais pas garder tes distances. L'homme émotionnellement immature a tendance à utiliser des phrases chargées de poison déguisées en sincérité. Des expressions comme « je dis les choses comme elles sont ». Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Les gens sont stupides. Ou personne ne vaut la peine, se répète dans son discours parce qu'il a besoin de projeter de l'amertume pour se sentir supérieur. Ce qu'il fait, sans l'admettre, c'est vomir sa frustration interne. Et si tu ne filtres pas ce que tu entends, tu finiras par respirer ce qu'il ne sait pas traiter. Les conversations toxiques ne sont pas toujours des insultes directes. Parfois, ce sont des critiques constantes, des plaintes interminables, des comparaisons inutiles, des moqueries déguisées en humour ou des commentaires subtilement agressifs. Ces schémas sont épuisants, car ils te poussent à réagir. Ils te font penser que tu dois te défendre, corriger, expliquer, clarifier ou te justifier. C'est là que tu perds ton centre, c'est là que l'autre gagne du terrain émotionnel. Le stoïcisme enseigne que ta paix dépend de ta capacité à choisir où porter ton attention. Tu ne peux pas contrôler ce que disent les autres, mais tu peux décider si tu t'exposes ou non à leur discours. Prendre de la distance n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. Si tu vois que la conversation se dirige vers le conflit, la moquerie, la disqualification ou le chaos, tu n'as pas à rester. Ton énergie n'est pas faite pour être absorbée par des personnes qui vivent en projetant leurs blessures. Répondre à la toxicité avec calme nécessite une stratégie. La plupart des gens ne changent jamais vraiment. Ils se résignent à porter le poids mort de leurs vieilles habitudes, répètent des formules échouées, puis se demandent pourquoi la vie ne s'améliore pas.
La transformation personnelle radicale n'est pas une promesse d'auto-assistance, c'est une rupture chirurgicale avec la version faible de soi-même. Il ne suffit pas de vouloir changer. Il faut enterrer les excuses, cesser de chercher la motivation et adopter la discipline comme seule boussole. Personne ne viendra te sauver de tes propres tendances autodestructrices. Le seul chemin possible est de prendre un contrôle absolu et de faire taire la voix intérieure qui justifie le statu quo. La réalité est simple, soit tu exécutes avec une brutalité honnête, soit tu répètes le cycle jusqu'à vieillir sans changer. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque, c'est un système d'entraînement mental pour résister au plaisir facile et supporter la douleur nécessaire. Tu cesses d'être esclave de la dopamine et tu deviens maître de tes actions. Le coût du changement est élevé, mais le coût de rester le même est insupportable. Si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose, confort, validation, vieilles amitiés, tu ne gagneras rien de réel non plus. Parle moins, fais plus. Tu n'as besoin ni de permission, ni d'applaudissements pour te reconstruire. Il y a un moment où tu décides de ne pas revenir en arrière. Ce moment peut être aujourd'hui. Si tu comprends cela, tu es déjà un pas plus près de devenir quelqu'un d'irrécognizable pour ton ancien moi. La discipline est la seule véritable forme de liberté. Si tu veux un changement définitif, prépare-toi à payer le prix. 1. Rompe tout lien avec ton ancien moi. Si tu ne romps pas avec ton ancien moi, tu l'entraînes comme une chaîne invisible qui sabote chaque pas. C'est aussi simple que ça. Il n'existe pas de transformation réelle tant que tu continues à négocier avec les habitudes, les peurs et les pensées qui t'ont condamné à l'immobilisme. La version qui t'a amené ici n'est pas seulement inefficace, c'est ton principal obstacle. Arrête de te mentir en espérant qu'une motivation spontanée te sorte du trou. Cette personne, celle qui procrastine, celle qui justifie chaque échec, celle qui cherche des excuses pour ne pas agir, doit mourir. Oui, mourir. Parce que si tu continues à lui donner de l'oxygène, elle te consume de l'intérieur. Le changement radical commence par un renoncement brutal, couper de racines tout lien avec l'identité qui te rend faible. Il ne s'agit pas d'une transition tiède ou de petits ajustements. Tu as besoin d'une amputation psychologique. Es-tu prêt à payer le prix? Parce que cela ne se paie pas en mots ni en intentions, mais en actions inconfortables et décisions douloureuses. Chaque fois que tu répètes la même routine, que tu parles de la même manière, que tu penses de la même façon, tu te sabotes. S'accrocher à ces schémas, c'est comme signer un contrat avec l'échec. Tant que tu tolères de petites permissions, des excuses minimes, le vieux toi se renforce. Tu n'es pas spécial. Personne ne l'est face à l'inertie de sa propre médiocrité. La rupture exige une coupure totale. Habitude, environnement, même relation si nécessaire. Si tu t'entoures de personnes qui renforcent ta paresse ou ta compassion pour toi-même, tu choisis de rester le même. Ne cherche pas à adoucir le processus. Le confort est le refuge de ceux qui ne changent jamais. La phrase est simple, la version faible doit cesser d'exister aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas après un dernier essai. Aujourd'hui. L'ancien toi cherchera toujours à revenir, car l'esprit est accro à ce qui est connu, même si cela te détruit. C'est pourquoi chaque jour nécessite une décision consciente et agressive. Ne pas dialoguer avec cette partie de toi qui demande une trêve, qui cherche de petits plaisirs immédiats, qui veut reporter l'effort réel. L'auto-illusion est le piège le moins cher et le plus coûteux qui existe. Si tu répètes les mêmes excuses, tu fabriques un futur identique au passé. La discipline est le seul outil pour briser ce cercle. L'action est le marteau qui détruit l'ancien moule. Tu n'es pas tes pensées faibles, ni tes impulsions automatiques. Tu es ce que tu choisis d'exécuter quand personne ne regarde. Personne ne viendra te sauver de toi-même. Soit tu romps avec ton ancien moi, soit tu deviens son otage. L'identité ne se négocie pas, elle se construit ou se perd. 2. La discipline remplace la motivation. Tu te réveilles, le réveil sonne et ton corps réclame 5 minutes de plus. La journée vient à peine de commencer et déjà la première négociation mentale s'engage. Juste un peu plus. Aujourd'hui, je peux me le permettre.
Demain, je commence sérieusement. Personne ne te voit, personne ne saurait si tu cèdes. Mais au fond de toi, tu sais ce qui se passe. Ton esprit mesure chaque concession et accumule une dette invisible qui plus tard te pèse. C'est là que la motivation a souvent tendance à te faire défaut, car elle dépend de sensations éphémères, d'humeurs aussi fragiles que le sommeil que tu viens d'interrompre. La motivation est un visiteur capricieux. Elle arrive, te promet un avenir meilleur et disparaît quand tu en as le plus besoin. Si tu continues à attendre de te sentir motivé, ta vie entière se transformera en une succession d'excuses et de procrastination. L'esprit cherche toujours le chemin le plus facile, économise de l'énergie et justifie le moindre effort. Tu te convaincs que tu as besoin d'inspiration pour te lever, pour t'entraîner, pour étudier, pour quoi que ce soit qui nécessite de l'inconfort. Mais derrière cette croyance, des années d'habitude opèrent. Tu as entraîné ton cerveau à associer le changement à un effort inutile et le plaisir immédiat à la récompense. Le résultat est une sorte de paralysie déguisée en auto-apitoiement, où chaque tâche importante se transforme en un fardeau démesuré. C'est ici que la discipline entre en jeu comme un mécanisme inflexible. Elle ne consulte pas ton état d'esprit, ne demande pas si cela te plaît, ne négocie pas. La discipline est la décision d'agir même quand tu n'en as pas envie, et c'est cela qui façonne une nouvelle identité, pas les impulsions passagères. La différence brutale entre ceux qui changent et ceux qui échouent réside dans la gestion de ces micro-moments quotidiens. Celui qui attend la motivation devient esclave de ses fluctuations internes. Celui qui se discipline devient architecte de son caractère. Et oui, au début, ça fait mal. La discipline est inconfortable, impopulaire et presque toujours solitaire. Mais chaque fois que tu exécutes une action correcte sans ressentir de désir, tu crées une fracture dans l'ancien schéma. C'est un entraînement qui reprogramme tes circuits jusqu'à ce que faire ce qui est juste devienne la norme et non l'exception. Voici le secret que personne ne veut accepter. La motivation est un luxe que tu ne peux pas te permettre. La discipline est la dette que tu dois payer chaque jour. Il n'y a pas de magie derrière une vie transformée, juste l'accumulation silencieuse de décisions difficiles, prises seules. La discipline remplace la motivation parce qu'elle ne te demande pas, elle t'exige. Le jour où tu cesseras d'attendre de te sentir prêt et commenceras à agir, tu commenceras à être libre. Tu ne voudras pas toujours, mais tu peux toujours obéir à ton plan. La différence réside dans ce que tu tolères de toi-même quand personne ne regarde. Ce que tu fais d'inconfortable te reconstruit. 3. Contrôle ta dopamine, dirige ton esprit. Je te le dis sans filtre. Pendant des années, mon esprit a été un laboratoire d'excuses chimiques. Ce n'était pas seulement de la faiblesse, c'était de l'ingénierie mentale. Chaque fois que je procrastinais, chaque fois que je me laissais distraire par mon téléphone ou par n'importe quel plaisir immédiat, je ressentais ce micro-stimulus, cette décharge minimale de dopamine qui, bien que fugace, m'entraînait à associer la moindre échappatoire à un soulagement. Et ainsi, sans m'en rendre compte, je cédais du terrain et remettais le contrôle de ma vie à une molécule. Il ne s'agit pas d'addiction au sens classique, mais d'une dépendance silencieuse qui sabote toute tentative de discipline. Parce que la dopamine n'est pas seulement motivation, c'est le moteur de l'attente, le mécanisme qui te pousse à poursuivre des récompenses rapides et te vole la tolérance à l'effort soutenu. Si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu deviens sa marionnette. Et peu importe combien de volonté tu crois avoir, si ta journée est remplie de petites gratifications, ton système nerveux apprend à résister à tout effort qui ne promet pas de plaisir immédiat. Le véritable ennemi n'est pas la fatigue ni le manque de temps, mais la dispersion mentale constante qui fragmente ton attention et affaiblit ton caractère. Chaque notification, chaque changement de tâche, chaque impulsion que tu suis sans questionner alimente un circuit de récompense qui te rend plus fragile face au travail acharné et à l'inconfort.
C'est pourquoi contrôler ta dopamine est un acte de rébellion personnelle. Cela signifie cesser d'alimenter le cycle du plaisir rapide et commencer à diriger ton esprit vers le véritable progrès, même si cela fait mal. Ici, il n'y a pas de moralisation, juste de la biologie appliquée à la stratégie de vie. Si ta routine est pleine d'échappatoires, nourriture, réseaux sociaux, séries, potins, ta capacité de concentration et ta résilience chutent en flèche. Le muscle de la discipline s'atrophie. C'est pourquoi décide aujourd'hui quels stimuli tu vas éliminer sans négociation. Bloque les sources de gratification vides, réduis ta consommation d'actualité, transforme le loisir passif en silence productif. Il ne s'agit pas de vivre comme un moine, mais de rééduquer ton système de récompense pour qu'il tire du plaisir de l'avancement, pas de l'immobilisme. Remplace le plaisir facile par le plaisir difficile, celui qui n'arrive qu'après l'effort, lorsque tu accomplis une tâche inconfortable ou que tu tiens une promesse envers toi-même. Au début, ton esprit criera, exigera des retours immédiats, cherchera n'importe quelle excuse pour retomber dans ce qui est connu. Mais cet inconfort est le signe que tu es en train de desprogrammer l'ancien cycle. Chaque jour où tu résistes à la tentation et choisis le vrai travail, tu renforces une nouvelle identité. Contrôler ta dopamine n'est pas un tour de laboratoire, c'est une déclaration d'indépendance. L'esprit que tu gouvernes est l'esprit qui te construit. Si tu ne diriges pas ta chimie, ta vie la dirige pour toi. 4. Prends tes responsabilités sans excuses ni cachette. Il y a une scène que peu de gens reconnaissent. Tu te vois assis devant une table de compte ouvert. Ce ne sont pas des factures d'électricité ni des papiers officiels, mais des enregistrements invisibles de chaque promesse brisée, chaque excuse lancée dans l'air, chaque objectif que tu as enterré sous le tapis du « je n'ai pas pu ». L'encre ne s'efface pas. Les chiffres croissent en silence. Pendant que tu te justifies, ce livre mental accumule des intérêts. L'auto-tromperie est un comptable froid. Il continue à additionner même si tu fermes les yeux. Et le pire, c'est que, dans ce bilan, personne d'autre ne porte ta dette. Tu peux sourire devant les autres, inventer des histoires, te distraire avec des obligations. Mais dès que tu éteins la lumière, tu te retrouves seul avec ce que tu as réellement accompli et tout ce que tu as choisi de remettre à plus tard. Il n'y a pas de cachette. Le poids, tu le sens sur tes épaules, dans ta mâchoire serrée avant de dormir, dans ton estomac quand tu te rappelles ce que tu as promis de changer il y a des mois. La responsabilité radicale signifie regarder ce solde sans filtre et accepter qu'il n'y a pas d'autre signature dans ces enregistrements que la tienne. Cela se remarque même dans les détails. La façon dont tu évites certains appels, comment tu repousses des conversations inconfortables, la manière dont tu regardes du coin de l'œil le calendrier en sachant que tu te mens sur les délais. C'est un langage corporel silencieux, mais brutal. L'évasion se dessine dans les gestes, dans la tension du dos, dans la façon dont tu te justifies par inertie. La véritable transformation ne commence pas par une déclaration publique, ni par des phrases motivantes, mais par l'acte privé d'assumer chaque erreur, sans raccourcis mentaux ni récits adoucis. Quand tu fermes toutes les sorties, quand tu cesses de chercher des coupables externes, ce tranchant inconfortable de la responsabilité s'affûte. Et oui, ça fait mal. Mais cette douleur est la seule qui pousse en avant. La douleur de l'excuse ne fait que t'enfoncer plus profondément. Prends tes responsabilités sans excuse ni cachette. Personne ne paiera ta dette à ta place. Les justifications sont des placebos qui soulagent 5 minutes et affaiblissent toute une vie. La discipline commence lorsque tu brûles tes routes de fuite, lorsque tu acceptes que chaque jour est une nouvelle signature dans ce livre de comptes internes. L'acte de rendre des comptes n'est pas grandiloquent, c'est regarder directement ce que tu n'as pas fait, avaler l'inconfort et faire ce qu'il faut même s'il n'y a pas d'applaudissements ni de témoins. Le caractère se construit dans l'obscurité. La maturité, c'est cesser de chercher des recoins ou te cacher de tes propres décisions. Si aujourd'hui tu remets la responsabilité à demain, la charge sera le double. Il n'y a pas de force plus puissante que de te regarder en face et de dire, sans embellissement, « Cela a été mon choix,
Je l'assume, je le change. Sans ce geste, tout le reste n'est que théâtre. 5. Agis en silence, n'explique pas tes plans. Parler, c'est perdre de la force. Chaque mot que tu lances sur tes projets est une énergie que tu offres au vent et une validation bon marché qui diminue ton engagement. Personne n'a besoin d'entendre ce que tu vas faire. Ni tes amis, ni ta famille, ni les réseaux, ni même toi-même devant le miroir. Celui qui agit vraiment n'explique pas, il agit. Si tu te sens obligé de justifier ce que tu feras, c'est que tu doutes encore de ta propre décision. Ne te trompe pas, l'impulsion de partager tes intentions est une fuite psychologique, un mécanisme pour soulager la pression sans bouger d'un millimètre. Ce que tu cherches, c'est une approbation anticipée, un applaudissement sans avoir foulé le ring. Ainsi, tu deviens esclave du récit et jamais du résultat. Le plan que tu cries est le plan que tu ne réalises jamais. Le silence est le filtre qui sépare ceux qui s'entraînent en privé de ceux qui cherchent seulement reconnaissance. Tes progrès n'ont pas besoin de témoins. Le véritable progrès se remarque dans la solidité de tes habitudes, pas dans la quantité de likes, ni dans les conseils gratuits que tu collectionnes pour te sentir compris. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de raconter à quelqu'un ce que tu vas changer, mords-toi la langue. Ton énergie est limitée et la dépenser en explications te laisse sans ressources quand vient le moment inconfortable de l'action. Les mots sur des projets futurs sont une anesthésie. Ils te rassurent et te font croire que tu as déjà fait quelque chose alors que tu n'as pas bougé le petit doigt. Si tu es accro à tout raconter, c'est que tu as besoin de la fantaisie d'avancer pour ne pas faire face à la réalité de ton stagnation. Personne ne progresse par ce qu'il dit qu'il fera demain. Tu n'évolues que par ce que tu exécutes aujourd'hui, même si personne ne le voit. Le véritable changement est sourd, invisible et souvent inconfortable. Parler est facile, agir est douloureux. C'est pourquoi choisis la douleur qui construit, pas le soulagement qui t'endort. Garde tes plans sous clé jusqu'à ce que tes résultats soient impossibles à ignorer. La discipline qui compte ne fait pas de bruit. Elle ne se vante pas, ne demande pas la permission, ne cherche pas de témoins. Si tu t'engages vraiment, tu verras que le silence est ton meilleur allié et l'ego ton pire saboteur. Chaque fois que tu te justifies, tu affaiblis ta parole. Chaque fois que tu agis sans annoncer, tu renforces ton caractère. N'explique pas, démontre, ne promets pas, réalise. Tu es ce que tu exécutes quand personne n'applaudit. Si tu as besoin qu'on te croie, c'est que tu ne te crois pas encore toi-même. L'ancien toi était expert en discours. Le nouveau toi n'a besoin que de résultats. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de parler, souviens-toi, le silence est la signature de ceux qui changent vraiment. 6. Unir le stoïcisme, la stratégie et la constance quotidienne. La vérité est la suivante. Si tu n'unis pas philosophie, stratégie et constance quotidienne, tu ne briseras jamais le cycle qui te condamne. Peu importe combien de fois tu te promets que demain sera différent, ni combien de forces brutes tu essaies d'appliquer pendant une semaine. Le véritable changement n'est pas une explosion de volonté. C'est une architecture mentale qui exige 3 colonnes. Le stoïcisme qui refroidit l'émotion, la stratégie qui ordonne le chaos et la constance qui transforme le bon en routine. Ton esprit va te tendre des pièges tout le temps. Il va chercher des raccourcis, justifier des reculs, déguiser la paresse en prudence. C'est pourquoi tu as besoin d'une philosophie qui te soutienne lorsque la fatigue et la frustration te murmurent d'arrêter. Le stoïcisme n'est pas seulement un vieux livre, c'est ce rappel brutal que tu ne contrôles rien d'extérieur, mais que tu es maître de chaque réaction, de chaque micro-décision. Il ne s'agit pas de résignation, il s'agit d'entraîner le muscle de l'indifférence face à ce qui ne dépend pas de toi. Chaque fois que tu t'arrêtes pour penser à ce que les autres pensent, aux circonstances, à la chance, tu jettes ton énergie par la fenêtre. Celui qui se discipline à l'intérieur crée une base inébranlable. Mais la philosophie sans stratégie n'est qu'un réconfort intellectuel. Si tu n'as pas de plan concret, ton esprit divague et se perd dans de bonnes intentions. Le cerveau a besoin de structure.
Si tu ne lui donnes pas un cadre, il invente des excuses. C'est pourquoi définis tes actions la veille, réduis l'improvisation au minimum et anticipe tes propres pièges. Un jour sans agenda est un jour perdu pour l'ancien toi. Ce qui n'est pas planifié est reporté. La stratégie est la différence entre répéter des schémas et avancer même d'un pas. Et c'est là qu'intervient la constance. Non pas la constance romantique des phrases motivationnelles, mais la constance rude et sans gloire de faire de même quand tu ne veux pas, quand cela ne se voit pas, quand le seul témoin est toi. L'habitude est la seule preuve d'un engagement réel. Ce que tu répètes te construit ou te détruit. Reconnais-le. Ton plus grand ennemi a toujours été le manque d'intégration entre ce que tu penses, ce que tu planifies et ce que tu exécutes. Si tu n'alignes pas ces trois niveaux, tu tombes dans l'auto-illusion déguisée en réflexion. Le caractère se forge dans la répétition quotidienne de petites actions qui semblent insignifiantes, mais qui à long terme accumulent un poids irréversible. La discipline est la somme de 1000 décisions inconfortables. Le stoïcisme est ton bouclier, la stratégie ta carte, la constance ton moteur. Personne ne le fera à ta place. Choisis la douleur de la discipline, ou vis en portant l'inconfort éternel du remords. Sans l'union de ces trois principes, tu seras toujours otage de ta version la plus faible. L'identité ne s'improvise pas, elle se répète. 7. Construis une identité avec des victoires minimales. Tu regardes l'horloge après une longue journée, et presque sans y penser, tu sautes la dernière tâche que tu avais promis d'accomplir. Cela ne semble pas grand-chose. Une page de ce livre, 10 minutes d'exercice, répondre à un email en attente. Demain, te dis-tu, tu te rattraperas. Mais ce petit écart est la brique avec laquelle tu construis la version qui échoue. Voici le cœur du problème. L'identité ne se construit pas avec de grands gestes, ni avec des discours, mais avec l'accumulation microscopique de ces victoires minimales ou de ces défaites invisibles. Chaque fois que tu choisis d'accomplir ne serait-ce qu'une seule action inconfortable, même sans témoin ni conséquences immédiates, tu changes la structure interne de ton caractère. Le muscle de la discipline ne se développe pas avec des intentions grandioses, mais avec la répétition presque mécanique de ces petits actes qui semblent ne rien modifier, mais qui en réalité transforment tout. L'erreur la plus fréquente est de sous-estimer le pouvoir du petit. L'esprit recherche toujours des résultats drastiques, des transformations spectaculaires, car l'ego a besoin de preuves évidentes pour croire que tu vaux plus qu'hier. Voici le truc psychologique. Lorsque la seule mesure valable est le progrès gigantesque, l'échec devient inévitable et la frustration s'installe. Mais si tu fais de gagner ne serait-ce qu'une bataille minuscule chaque jour une norme, tu commences à pirater le système. Le cerveau, par conception, répond à l'accumulation de réussites, pas seulement aux grands jalons. Si tu répètes des comportements corrects, même s'ils sont ridiculement modestes, tu renforces le circuit qui associe ton identité à l'accomplissement, pas à l'excuse. La constance est le résultat de l'accumulation de petites décisions alignées, pas de rafales héroïques. Il y a une mécanique simple derrière cela. En exécutant une victoire minimale, par exemple, en ne sautant pas le verre d'eau au réveil, en ne reportant pas cet email, en ne laissant pas le lit défait, tu apprends à ton esprit que tu es quelqu'un qui accomplit, pas quelqu'un qui négocie. L'effet est cumulatif et, avec le temps, irréversible. La confiance ne naît pas de promesses, mais de preuves quotidiennes, même triviales. Si aujourd'hui tu accomplis une seule chose inconfortable, demain il te sera plus facile d'en accomplir deux. Ainsi, l'identité se recalibre par répétition. Ta parole a du poids, même si personne ne l'entend. Fais-le petit, fais-le inconfortable, fais-le tous les jours. Ne sous-estime pas la valeur de la victoire minimale. C'est la base sur laquelle repose tout le progrès réel. Si ta journée se termine et qu'au moins une bataille a été gagnée contre la paresse, la dispersion ou le doute, la tendance a déjà changé. La nouvelle identité se construit à l'abri des regards, sur le terrain invisible de ce que presque personne n'est prêt à exécuter. La discipline naît dans le détail.
Si tu es incapable de gagner dans le petit, tu ne gagneras jamais dans le grand. 8. Parle de toi avec force et clarté. Je vais être brutalement honnête. Pendant des années, chaque fois que je parlais de moi à voix haute, j'avais l'impression de signer ma propre condamnation. Je m'écoutais décrire mes plans, mes idées, mes prétendues forces, et je remarquais que ma voix devenait plus faible, plus tremblante, comme si j'essayais de me convaincre de quelque chose que je n'arrivais pas à croire. Dans ces conversations, je baissais presque toujours les yeux, touchais la table avec mes doigts, cherchais n'importe quelle excuse pour justifier mes échecs ou pour embellir ce que j'avais fait. Même lorsque personne ne me questionnait, j'étais déjà sur la défensive, inventant des récits doux pour éviter le poids de ma propre insatisfaction. C'est un geste presque invisible. Tu hausses les épaules, évites le contact direct, choisis des mots neutres pour que personne ne remarque la fracture entre ce que tu dis et ce que tu es. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu transformes ton discours interne et externe en un reflet exact de ton insécurité.